Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est une dégradation de la note de la France, mais cette fois-ci sur le plan éducatif. Le classement international PISA de l'OCDE déclasse notre système. Mais au-delà de ce hit parade international, c'est l'augmentation du nombre d'élèves en difficulté qui suscite l'inquiétude. Le gouvernement appelle à un électrochoc. Les détails à suivre. Des détenus qui dansent, chantent et portent la veste de l'uniforme d'un surveillant. Ça s'est passé dans un centre pénitentiaire de la Meuse. Des images volontairement provocatrices filmées au téléphone portable dans les couloirs de la prison. L'administration ouvre une enquête. Toutes les images et les réactions avec Caroline Deschamps dans la chronique Net d'info du 22h. Et puis à l'approche des élections municipales, un thème s'impose. C'est l'une des principales préoccupations des Français. La sécurité au cœur des débats et des programmes des candidats. À droite comme à gauche, ils rivalisent de propositions pour plus de policiers municipaux et de caméras de vidéosurveillance. L'enjeu sécuritaire, thème de campagne, c'est le grand débat du mardi soir. En Ukraine, les manifestants pro-européens maintiennent la pression sur le gouvernement. Ce dernier échappe à une motion de défiance du Parlement, mais la situation reste extrêmement tendue sur place. On en parle tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ce n'est pas une surprise, mais la confirmation d'une tendance qui suscite l'inquiétude. La France ne s'occupe pas suffisamment de ses élèves en difficulté. Les inégalités scolaires sont de plus en plus marquées et le gouvernement appelle à un électrochoc. On voit tout cela avec Louis Sibylle. S'appuyer sur de mauvais résultats pour mieux souligner la nécessité de réformer, telle serait la tactique politique de Vincent Peillon. Le ministre lance 3 chantiers pour son acte 2 de la refondation de l'école. Rénover les programmes, repenser les métiers de l'enseignement et enfin renforcer l'éducation prioritaire. Ce que montre PISA, c'est que les pays qui réussissent le mieux, qui ont les élites les plus importantes, qui élèvent le niveau de tous les élèves, sont ceux qui précisément ne laissent pas 20% d'élèves en difficulté. Plus on est juste, plus on est efficace. Et là, nous avons été stigmatisés comme les plus injustes et de moins en moins efficaces. Les résultats PISA montrent avant tout que les inégalités se creusent. Davantage d'élèves se retrouvent en difficulté. Ils étaient 20% il y a 3 ans, ils sont 24% aujourd'hui. Un rapport accablant qui pourrait servir d'électrochoc, c'est ce qui s'était passé en Allemagne il y a 10 ans. L'État avait alors opéré une refonte de son système éducatif. Depuis lors, elle a gagné 5 places au classement PISA. Je crois qu'il faut avoir une politique déterminée et très forte pour lutter contre l'échec et l'abandon scolaire. Les deux, l'échec scolaire, c'est-à-dire les jeunes qui ne réussissent pas à l'école. L'abandon scolaire, c'est les 140 000 jeunes qui quittent le système éducatif tous les ans sans diplôme. C'est dramatique pour la France. Un électrochoc que certains syndicats sont prêts à assumer, même s'ils ne partagent pas les méthodes du gouvernement. On peut être d'accord sur les objectifs. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est la déclinaison. C'est comment on met en œuvre une réforme pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Avant son acte 2 de la refondation de l'école, le ministre devra affronter une nouvelle manifestation contre la réforme des rythmes scolaires. Elle aura lieu jeudi prochain, partout en France. Et la France encore mauvais élève, décidément, mais cette fois-ci en matière de lutte contre la corruption. Depuis l'affaire Cahuzac, des lois sur la transparence de la vie politique ont été votées, mais elles sont loin d'avoir tout réglé. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. François Hollande l'avait promis pendant la campagne présidentielle, l'affaire Cahuzac a accéléré les choses. La transparence de la vie politique devait être mise en place, mais si 6 textes ont bien été votés ou sont en passe de l'être, cela n'a pas tout réglé. Transparency International réclame par exemple que l'entourage des parlementaires soit aussi concerné. Qui sont leurs collaborateurs? Comment sont-ils rémunérés? Et eux-mêmes, quels sont leurs intérêts? Les revenus qu'ils tirent de leur mandat? Quel est leur patrimoine? Comment évolue leur patrimoine entre le début et la fin de leur mandat? Tout ça, c'est naturel dans une démocratie d'apporter aux citoyens cette information. La publication du patrimoine des élus a par exemple été votée, mais ces déclarations ne pourront qu'être consultées et non pas diffusées, ce qui nourrit la défiance des électeurs pour certains parlementaires.
Le peuple ne s'y reconnaît plus. Il s'y reconnaît plus dans ses élus, alors que la très grande majorité des élus est évidemment totalement honnête. Il ne faut pas que nous nous donnions l'impression de vouloir court-circuiter, détourner. Voilà. Si on fait de la transparence, on la fait totalement. Donc c'est pour ça que moi j'étais par exemple pour la publication intégrale de déclaration de patrimoine. Une impression de privilège renforcée par des protections dont bénéficient les élus. Les bureaux des assemblées restent par exemple seuls décisionnaires de la levée de l'immunité des parlementaires. Serge Dassault, sénateur maire UMP de Corbeil-Essonnes, ou Jean Germain, son homologue socialiste de Tours, ont ainsi échappé à la convocation de juges après un refus du bureau du Sénat. Si les textes votés ont de l'avis de tous amélioré les choses, il reste de nombreux sujets à régler pour que la France soit érigée en modèle de transparence. François Hollande souhaite un prompt rétablissement à Jacques Chirac. Le président a exprimé tous ses vœux de meilleure santé à l'ex-chef de l'État après son opération chirurgicale à la Pitié-Salpêtrière. Jacques Chirac a subi une intervention rénale, se porte très bien, comme nous l'avait affirmé sur Public Sénat hier soir son gendre et ancien secrétaire général de l'Élysée, Frédéric Salabarou. Dans l'actualité ce soir, le bras de fer se poursuit en Ukraine entre les pro-européens et le gouvernement. Et même si ce dernier a échappé aujourd'hui à une motion de défiance du Parlement, eh bien les manifestants ne baissent pas les bras pour autant. Au contraire, ils ont une nouvelle fois bravé le froid et la répression policière pour se réunir sur la place de l'Indépendance à Kiev. Tous les détails avec Julie Hulin. La pression de la rue n'aura pas suffi à faire plier le gouvernement ukrainien. La motion de défiance portée par l'opposition n'a recueilli ce matin que 186 voix pour, 226 étaient nécessaires. La foule des opposants continue ce soir à manifester sous les fenêtres du Parlement. Des manifestants pro-européens mobilisés depuis 10 jours contre la décision du président de suspendre les négociations avec l'Union européenne. Ce week-end, de violentes répressions ont fait une centaine de blessés parmi les 100 000 manifestants. Des violences pour lesquelles le Premier ministre s'est excusé ce matin. Insuffisant pour les membres de l'OSCE présents sur place. Se demander pardon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous disions notre volonté de voir effectivement la volonté du peuple ukrainien respectée, qui demande ce que tous les peuples demandent, la liberté de choisir et certainement le droit à l'autodétermination de leurs alliances. Les 28 pays membres de l'OTAN ont appelé le gouvernement et l'opposition ukrainien à engager le dialogue et à lancer un processus de réforme. Le président Viktor Yanukovych, accusé d'avoir cédé sous la pression russe, a assuré que l'Ukraine allait poursuivre son intégration européenne et qu'une délégation gouvernementale se rendrait à Bruxelles la semaine prochaine. Les troupes françaises en route vers la Centrafrique, quelques 350 hommes de l'armée de terre et une centaine de véhicules sont au Cameroun en attente d'une intervention imminente en République centrafricaine voisine. Et cette opération est programmée au moment où la France est encore engagée au Mali. Alors Paris assure que l'intervention en Centrafrique, qui s'appellera Sangaris du nom d'un papillon, sera de moindre ampleur que l'opération Serval. Et justement, qu'en est-il de la situation au Mali? Le président malien en visite en France affirme que son pays est en voie de guérison, mais la situation reste très préoccupante sur place, comme nous l'explique Mounir Soussi. La présence française au Mali se prolongera bien après 2013. Malgré la volonté initiale de rapatrier 1000 soldats à la fin de l'année, Paris va devoir maintenir 3000 hommes. Sur place, la situation est stabilisée, mais les accrochages se multiplient entre l'armée et les rebelles Touaregs. Les groupes djihadistes très affaiblis restent malgré tout actifs. Ce week-end, une tentative d'attentat kamikaze contre une position française a eu lieu dans le nord du pays. La France, à l'initiative de l'intervention armée il y a 11 mois, devra gérer seule la sortie de crise. Et il se trouve que c'est par défaut, c'est quand même la France qui est la seule puissance ayant une armée opérationnelle. Il y en aurait d'autres, théoriquement, les Américains ou les Britanniques, mais qui ne veulent pas être présents directement sur le terrain. L'assassinat de 2 journalistes français le mois dernier rappelle la détermination des insurgés. Une des missions des militaires français est de remettre l'armée malienne sur pied. Illustration de ce passage de témoin, le lancement de l'opération Hydre fin octobre, où les troupes des 2 pays patrouillent côte à côte.
La suite du 22h est retour en France, à présent avec des vidéos qui font le buzz, comme on dit. On y voit des détenus chanter, danser et porter la veste d'uniforme d'un surveillant. Tout se passe dans les couloirs d'une prison dans la Meuse. On en parle dans la chronique Net d'Info de Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Et on parle donc de ces vidéos de détenus. Le net et les téléphones portables à travers les barreaux. L'histoire aurait pu faire sourire si elle ne se déroulait pas en prison. Je vous ai déjà parlé ici, Sonia, du Harlem Shake, cette danse loufoque où chacun se met à se contorsionner sur un morceau de musique électro. Le Harlem Shake, véritable phénomène sur YouTube, on en a vu à toutes les sauces. Eh bien, c'est au tour d'un groupe de détenus de la prison de Montmédy, dans la Meuse, de s'y lancer. C'est ce qu'a révélé le site de l'Est républicain. Regardez un extrait. On les voit donc circuler librement, danser, se filmer. Ils ont ensuite posté cette vidéo sur le net le 21 novembre dernier. Quelques jours plus tôt, une autre vidéo avait été diffusée sur YouTube. On y découvre un détenu qui s'amuse à jouer les surveillants. Il porte une veste de l'administration pénitentiaire avec un grade, un matricule. Regardez, nouvel extrait. Ouais, surveillant, qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles pas aujourd'hui? Ah, tu fumes ton jour là? Je faut que l'administration pénitentiaire, parce que je suis un peu corrompu. Et Caroline, comment a réagi l'administration pénitentiaire? Alors l'administration pénitentiaire a lancé une enquête administrative car évidemment les images diffusées sur le web posent question sur le climat qui règne dans cette prison. Comment le détenu a pu se procurer l'uniforme du surveillant et puis bien sûr se filmer et poster la vidéo sur le net car il faut savoir évidemment que les téléphones portables et Internet sont interdits en prison. Le contrôleur des prisons Jean-Marie Delarue dans son rapport il y a quelques mois, préconisait l'usage contrôlé d'Internet dans les prisons françaises. Après cette affaire, Sonia, c'est pas sûr qu'il soit entendu. Est-ce qu'il y a déjà eu des vidéos similaires sur le web? Oui, c'est pas du tout une première. En fait, les détenus qui ont posté ces vidéos rendent hommage à Marlo et Rifin 67, d'autres détenus à l'origine d'un collectif de rap qui s'appelle Gangsters des Terres. Un collectif qui défie d'autres détenus dans d'autres prisons, une sorte de battle en quelque sorte entre prisonniers. Une page Facebook a été créée qui recense leurs exploits. En février dernier, une vidéo montrant des détenus exhibant des énormes couteaux avait été également postée sur le net. Autant dire que les smartphones et les vidéos de détenus sur le web sont légion. Et sur la page Facebook du collectif donc Gangsters des Terres, un message a été posté là ce soir par le fondateur Marlo suite à ces vidéos. Il se dit étonné, je cite, de voir comment de simples plaisanteries de détenus qui passent leur journée à s'ennuyer peuvent devenir des armes pour certains politiciens. Une arme, dit-il, qui renforce le sentiment d'insécurité. Une chose est sûre, Sonia, le débat sur les conditions de détention et la sécurité dans les prisons devrait être à nouveau relancé et ça devrait swinguer. Ça c'est sûr. Donc l'enquête est en cours. Pas beaucoup de réactions politiques ce soir, très Caroline. peu pour le moment. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre analyse. Et justement, on fera réagir bien sur ce sujet nos invités dans quelques instants. Et c'est le grand débat du 22h autour ce soir de l'une des principales préoccupations des Français, c'est la sécurité. Un thème qui s'impose dans la campagne des municipales. Droite et gauche rivalisent de propositions sur les renforts de policiers municipaux ou encore la multiplication des caméras de vidéosurveillance. On en débat juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé par Agathe Tecasta. Après un parcours agité, le budget 2014 de la sécurité sociale est définitivement adopté par l'Assemblée nationale. Le Sénat l'avait rejeté en deuxième lecture. Ce budget prévoit des économies de 2,4 milliards d'euros dans l'assurance maladie. En parallèle, les sénateurs débattent dans la soirée de la sécurité sociale des étudiants. Un Noël avant l'heure pour Fagor Brandt.
En redressement judiciaire, le groupe d'électroménagers va recevoir une aide de l'État de 10 millions d'euros, une somme attribuée par le Fonds de développement économique et social. Au Sénat, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, affirme que le versement a déjà commencé. Nous l'avons fait pour faire redémarrer l'usine d'Orléans, qui est l'usine où des commandes sont en attente pour les fêtes de Noël. L'administrateur judiciaire travaille au redémarrage d'autres sites. Je ne suis pas en mesure de vous dire lesquels. Une bonne nouvelle pour les militaires. Le logiciel Louvois est abandonné et surtout remplacé. C'est l'annonce faite par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors d'un déplacement à Vars, en Isère. Ce système informatique défectueux avait généré des erreurs de paiement sur les soldes des soldats français. Je pense que maintenant, entre, allez, disons 18 mois, nous aurons un dispositif robuste et enfin les militaires pourront, lorsqu'ils reçoivent leur bulletin de solde, être à peu près tranquilles lorsqu'ils le lisent. Les experts français ont tranché. Yasser Arafat n'aurait pas été empoisonné. Selon le rapport, les causes de la mort de l'ancien leader palestinien seraient donc naturelles. La veuve de l'ex-dirigeant avait déposé en juillet 2012 une plainte contre X au parquet de Nanterre après la découverte de substances radioactives sur les effets personnels de son mari. Elle se dit bouleversée par les contradictions entre experts suisses et français. Et le dessin du jour est signé Chonu. Le dessinateur s'amuse de la situation de l'Ukraine écartelée entre la princesse européenne et l'ours russe. La sécurité au cœur des élections municipales. À l'approche de ce scrutin, les différents candidats sur le terrain rivalisent de propositions dans ce domaine. Plus de patrouilles de policiers municipaux, un renforcement de la vidéosurveillance dans les espaces publics. Bref, il s'agit de lutter contre toute forme de violence et de tenter de répondre au ras-le-bol des habitants. L'enjeu sécuritaire pèse lourd dans la campagne qui s'engage et on en parle avec nos invités ce soir. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Avec nous également Marie-Pierre de la Gontrie, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes secrétaire nationale aux libertés publiques et à la justice au Parti socialiste. Nous accompagne ce soir Nicolas Comte, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du syndicat Unité SGP, Police Unité, c'est bien cela? Absolument. Et avec nous également Christophe Soulès, bonsoir. Directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Avant d'entamer notre débat, je voulais avoir votre réaction. Peut-être pour commencer, Philippe Dallier, sur ces vidéos qui font, comme on dit, le buzz. On y voit des détenus chanter, danser, porter un uniforme également d'un surveillant dans une prison, dans les couloirs d'une prison. Écoutez, je pense que ça aura surpris plus d'un Français, comme ça aura surpris plus d'un politique. C'est vrai qu'on a souvent parlé de ce qui pouvait se passer dans les prisons, ce qui pouvait y entrer. Maintenant, sur ce qui s'y passe, on découvre des choses quand même absolument anormales. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'on nous explique comment cela est possible et qu'on essaye de retrouver dans ces établissements une certaine tenue, parce que ça ne peut pas être des lieux effectivement où il se passe des choses de cet ordre-là. C'est quand même très étonnant. Bien sûr. Et l'enquête est en cours. Nicolas Comte, ce sont aussi vos collègues. Hein. Oui, enfin, c'est l'administration pénitentiaire. Ouais. Et les représentants des syndicats pénitentiaires seraient plus qualifiés que moi. Je pense que ça fait effectivement des ordres, mais je sais aussi que les surveillants et les syndicats pénitentiaires se plaignent beaucoup des problématiques d'effectifs qu'ils peuvent avoir. Et quand on voit ces images, on peut se demander effectivement comment ça se fait qu'il n'y ait pas de surveillants. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'état des prisons est extrêmement préoccupant et que c'est très difficile de faire régner l'ordre à l'intérieur des prisons. Donc vous avez, quelquefois, on considère qu'il y a deux écoles du crime, certaines cités, et puis les établissements pénitentiaires, et on le voit sur cette vidéo. Et je crois qu'il faut s'en préoccuper, et il faut donner à l'administration pénitentiaire les moyens de faire régner l'ordre à l'intérieur des établissements. Oui, vidéo extrêmement provocatrice, Marie-Pierre de la Gontrie, avec cet uniforme d'un surveillant, et ces paroles qui sont prononcées. Je crois qu'il faut faire un petit peu le tri dans ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Effectivement, un uniforme de surveillant, les choses qui rentrent en prison. Hein, oui, le téléphone portable. Y compris, si j'ai bien vu les images, une arme. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Je crois qu'il y a une enquête qui est en cours et donc on en saura plus dans quelques jours, j'imagine. Après, il n'y a pas de violence spécifique dans les images qui sont montrées. Donc c'est vrai que c'est extrêmement dérangeant. Donc attendons de voir ce que donne l'enquête. Et encore une fois, il y a des choses qui ne sont
sont pas admissibles. L'uniforme du surveillant, la présence d'armes, on sait que c'est des choses qui existent, hein, et mon voisin dit tout à fait à juste titre qu'il y a un gros effort à faire, hein, sur la façon dont l'encadrement peut se mettre en place dans les prisons. Mais bon, attendons de voir un petit peu ce qui s'est passé. Christophe Soulez, c'était une réaction également? Non, mais on savait que les établissements pénitentiaires n'étaient pas nécessairement toujours très hermétiques, à la sortie ou à l'entrée d'ailleurs. Mais il est clair je pense que c'est un établissement, enfin l'établissement pénitentiaire, c'est là où l'autorité doit vraiment être la plus respectée possible, puisqu'elle est là aussi pour inculquer des règles, hein, en termes d'autorité, et qu'on ne peut pas donc laisser ce type de comportement sans suite. Alors c'est vrai qu'après, il faut voir dans quelles conditions ça a été fait, il faut voir quel type de détenu, voilà, les moyens, etc. Mais c'est vrai que ce type d'image n'est pas fait pour, à un moment donné, donner, je dirais, la bonne image du respect de l'autorité, de la loi et de la réglementation dans un établissement qui est censé véritablement l'appliquer. Alors revenons au thème central de notre débat, qui est celui de l'enjeu sécuritaire dans cette campagne, hein, qui s'approche des municipales. Justement, Philippe Dallier, c'est un enjeu crucial, central déjà sur le terrain, l'enjeu sécuritaire. Il y aura plusieurs types d'enjeux pour ces élections municipales. On pourra parler de la pression fiscale locale. On parle beaucoup de la pression fiscale nationale. Déjà, on parlera de la pression fiscale locale. On parlera des problèmes d'aménagement de territoire, de logement, mais on parlera aussi sécurité, parce que bien évidemment, nos concitoyens se tournent d'abord vers les élus de proximité que sont les maires. Ils attendent d'eux beaucoup de choses, et parfois plus que ce que les maires peuvent donner, que ce soit avec leur police municipale ou avec les systèmes de vidéoprotection ou de vidéosurveillance. Donc effectivement, ça va être un sujet important parce que ça préoccupe nos concitoyens. Et vous êtes justement des élus locaux, également vous, Marie-Pierre de la Contrée. Est-ce que vous sentez que la bataille à venir va justement reposer sur ce thème-là? Je pense que j'écoute Philippe Dallier et au fond je partage assez largement ce qu'il dit, parce que je crois que quand on est élu local, on est d'abord élu local et puis après on a des désaccords de fond sur certaines options. Mais bon, moi je ne ressens pas aujourd'hui ce sujet comme étant très prégnant dans la campagne. Plus exactement, quand on rencontre des électeurs, aujourd'hui, ils nous parlent emploi, ils nous parlent problème de fiscalité, locale ou nationale, sans parfois d'ailleurs faire la distinction. Ils nous parlent des problèmes des retraites, des logements, etc. Et la question de la sécurité n'est pas au premier chef. On le sait, le contexte fait que c'est très difficile pour eux. Donc bon. Au-delà de ça, à Paris, puisque je suis élue à Paris, effectivement, je suis candidate avec Anne Hidalgo et on fait des tas de choses depuis 10 ans. Pourtant, les propositions des candidats, notamment à Paris, justement, il y a une rivalité de propositions sur ce thème-là. Non, il n'y a pas de... Enfin, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que nous avons une adversaire qui cherche un petit peu à cliver, à saisir l'intérêt des uns des autres et des médias, et qui dit, il faut bien le dire, parfois beaucoup de bêtises. Bon, donc nous on fait des tas de choses depuis 10 ans qui marchent plutôt bien. On a multiplié les interventions de toutes sortes, avec un statut qui est très particulier à Paris, puisque le préfet de police, enfin le maire de Paris n'a pas de pouvoir de police, contrairement certes, mais il vient de demander un supplément de policiers municipaux. Et donc le préfet de police a des pouvoirs considérables à Paris. Ça n'empêche que, et j'en aurai terminé ensuite, que nous avons perdu 1500 policiers lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Évidemment, on le rappelle à Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est de bonne guerre. Et que, effectivement, nous allons en récupérer d'ores et déjà 300, ce qui est une bonne chose. Bon. Donc, moi, je ne suis pas très 300 inquiète. Policiers municipaux. 300, voilà. non, 300 policiers. Non, il n'y a pas de police municipale à Paris. Nationaux qui vont arriver sur le terrain. Donc, il va y avoir 300. Donc, on rattrape un peu le retard, puisqu'encore une fois, on a perdu 1500 policiers à Paris grâce à Nicolas Sarkozy et à Mme Kosciusko-Morizet, qui était dans son gouvernement. Christophe Soulez, malgré tout cela intervient, on va le rappeler, hein, sur fond, avec une actualité qui résonne encore aujourd'hui. Il y a eu tout à l'heure un braquage à la hache en plein Paris, dans le 3e arrondissement. Ils ont braqué les vendeurs, ils sont fuis, paraît-il, dans un calme, sur leur scooter. Est-ce qu'il peut y avoir justement de la surenchère sur les chiffres? Il faut faire attention en cette période, il faut poser calmement le débat. Bien sûr, il peut toujours y avoir de la surenchère, mais le fait que les questions de sécurité soient au cœur des débats politico-médiatiques, et ça,
à la veille de chaque échéance électorale. Là, on parle des municipales, mais c'est vrai pour les législatives, c'est vrai pour les présidentielles, et c'est quelque chose, on en parlait avant d'ailleurs, qui est très très ancien. Et même si on remonte au cercle précédent, même si on remonte il y a 2 siècles, on voyait que ces questions étaient prégnantes dans le débat public. Ça intéresse la presse, ça intéresse l'opinion, et généralement, il y a une interpellation des pouvoirs politiques sur effectivement ces questions de sécurité qui sont au cœur du pouvoir régalien de l'État. Donc il faut effectivement faire très attention, d'une part qu'il n'y ait pas de surenchère sur ces questions-là, et c'est vrai qu'en France, on a quand même tendance à en faire beaucoup sur les questions de délinquance. Parce que depuis ces derniers temps, vous intervenez dans les médias pour dire attention, par exemple, sur le nombre de braquages de bijouterie, ils ne sont pas en hausse malgré un vrai ressenti des gens. Là, je dirais aussi que les médias ont aussi leur part de responsabilité, parfois en mettant le prisme sur tel ou tel phénomène. Il est vrai, par exemple, que depuis 2 ans, et l'année 2013 le confirmera, les vols à main armée contre les bijoutiers sont en baisse. Et là, on ne parle pas de chiffres manipulés ou pas. On recense très bien les vols à main armée. Donc, il n'y a pas de question à un moment donné où on dissimulerait ces actes-là. Lorsqu'on se focalise parfois un peu trop sur Marseille, même si c'est une ville qui a énormément de problèmes en termes de criminalité. Et là aussi, c'est pas tout nouveau. On oublie que dans d'autres départements, que ce soit la Seine-Saint-Denis, mais que ce soit également, par exemple, dans les départements d'outre-mer, il y a autant de problèmes qu'il peut y en avoir à Marseille. Donc il faut il y a pas autant de morts en Seine-Saint-Denis qu'à Marseille. Il peut toujours y avoir des reculs. Mais il y a peut-être pas autant. Il y en a plus en Guadeloupe. Mais il y en a plus en Guadeloupe, par exemple. Tout à fait, oui. Donc il faut, je dis qu'à un moment donné, il faut prendre un peu de recul et remettre aussi les choses en perspective. Enfin, ceci étant dit, qu'est-ce qui marque nos concitoyens, et particulièrement ceux que les maires rencontrent? Les cambriolages, qui sont en forte hausse, les dégradations de véhicules, qui sont en forte hausse. Moi, je vis ça en Seine-Saint-Denis en ce moment, mes collègues également, de droite ou de gauche. J'ai rencontré très récemment les responsables du commissariat de Bondy, dont je dépends, qui m'ont confirmé que ces chiffres étaient en hausse. J'ai des pétitions de mes concitoyens qui demandent plus de tournées de police municipale et de police nationale, qui m'interrogent sur un développement supplémentaire de la vidéosurveillance. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer les choses, parce que, vous savez, moi je suis maire d'une ville de 22 000 habitants, le bouche à oreille a peut-être tendance à amplifier les choses, mais ça part toujours d'une réalité. Et la réalité, les gens la vivent. Et si on donne l'impression de la nier et de dire mais non, c'est pas... Là c'est très mauvais, parce que les gens, vous savez, ils ont vite fait de se tourner vers les extrêmes, on n'entend que ça. Et moi, ce qui m'inquiète pour ces municipales, c'est effectivement qu'on ne soit pas sur l'ensemble des débats sur lesquels on doit être, mais qu'on soit seulement sur ce débat-là, parce que quelque part, on nierait effectivement les problèmes. Donc attention à ne pas le faire, surtout. Je crois que personne ne le fait ce soir. Hein, donc, je ne parle pas ce soir, je dis en général. De manière générale, mais la campagne peut exacerber les positions. Oui, mais je crois que c'est des sujets sur lesquels les élus locaux ont un grand pragmatisme et où on est très loin, très loin, des années après. Malgré tout, il y a une bataille à Paris là-dessus. Hein, permettez-moi, elle est quand même assez il y a une bataille à Paris parce qu'on a, un adversaire qui explique qu'on n'a rien fait. Mais vous avez du répondant également face à l'adversaire. Ce que je veux dire, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas la peine. Moi, ce que j'aimerais, notre rêve à tous, c'est toujours d'avoir une campagne électorale qui soit sur des sujets de fond, avec des vraies données, des vrais... Bon, parfois, il y a des candidats qui tordent un peu les réalités, donc on y répond, tout ça est normal. Mais, encore une fois, on fait tous preuve de pragmatisme, et Philippe Dallier a raison, c'est-à-dire qu'il faut tout à fait prendre ces questions au sérieux et entendre les attentes des électeurs. Je crois que plus personne ne nie ces attentes. Simplement, monsieur a raison, c'est vrai que notre responsabilité aussi, c'est de regarder la réalité, et de savoir à quel moment on a affaire à un phénomène qui est un peu amplifié par effectivement, je ne sais pas, l'intérêt pas que des médias, il y a des gens qui regardent la télé. Les réactions politiques également, et donc, qui sont très nombreuses après. C'est notre job aussi et notre responsabilité d'être serein et de répondre sérieusement à un certain nombre de sujets. Alors sereinement, Nicolas Comte, est-ce que vous craignez justement, il peut y avoir dans un camp ou dans l'autre, une instrumentalisation de ces chiffres, de cette question à l'approche des municipales ? Oui, régulièrement. Enfin, nous, notre organisation syndicale a toujours essayé de faire en sorte de s'élever contre toute tentative de récupération du travail de la police. La police nationale est une institution républicaine. Elle est au service de tous et elle n'a pas à être récupérée politiquement. Donc on a régulièrement des tentatives, quel que soit d'ailleurs le gouvernement et la couleur du gouvernement en place. Hein. C'est-à-dire que soit on essaie de récupérer le travail de la police pour le valoriser, soit on essaie d'attaquer le travail des policiers pour attaquer le pouvoir en place. Donc nous, on est toujours très attentifs par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a également des problèmes de moyens pour la police nationale qui sont très importants depuis pas mal de temps. Les chiffres qui étaient rappelés d'ailleurs sur les problèmes de policiers à Paris, qui ont été effectivement en baisse forte. Alors,
à la fois, ça valorise un petit peu le travail des policiers, parce que quand ça met le focus, ça nous permet aussi de mettre en lumière les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais c'est vrai que quelquefois, le débat politique peut être un petit peu irrationnel et peut caricaturer un petit peu les problèmes, et on n'est pas forcément dans le débat, toujours dans le débat raisonné. Alors il y a le rôle fondamental des policiers, il y a aussi un élément qui semble presque indispensable aujourd'hui, Christophe Solès, c'est la vidéosurveillance. Maires de droite comme maires de gauche dans beaucoup de villes sont convertis, en tous les cas, aux caméras de vidéosurveillance. Oui, alors moi je pense, mon avis personnel, c'est qu'effectivement la vidéoprotection, ce qu'on appelle la vidéoprotection maintenant, est un élément important dans la panoplie mise à la disposition, bien entendu des élus, mais également des responsables policiers dans la lutte contre dans la prévention et la lutte contre la délinquance. Mais c'est pas la panacée. C'est pas la vidéo qui va régler tous nos problèmes demain d'un coup de baguette magique. Si vous mettez des caméras partout et que derrière vous n'avez pas de fonctionnaires de police municipale ou de police nationale ou de gendarmes pour intervenir, ça ne changera rien. Si vous n'avez pas de policiers pour faire des enquêtes, pour exploiter, ce qui demande énormément de temps, les vidéos, ça ne changera rien non plus. Donc il ne faut pas faire de la vidéosurveillance l'alpha et l'oméga des politiques publiques de sécurité. C'est un moyen comme un autre, comme l'a encore d'ailleurs la police technique et scientifique, comme le sont les fichiers de police, qui sont également très importants et qu'on a plutôt tendance parfois d'ailleurs à ne pas développer autant qu'on le devrait, en tout cas aussi rapidement, à cause aussi des questions de liberté publique, etc. Et pourtant, ce sont des outils indispensables aujourd'hui au travail policier. La vidéosurveillance posait ces mêmes problèmes il y a quelque temps, de surveillance, d'éthique, etc. Dans un pays quand même où on a des autorités de contrôle, peut-être parmi les plus sévères, notamment en Europe, avec la CNIL, avec la magistrature, qui sont chargés de surveiller le défenseur des droits, etc. On a quand même un panel aujourd'hui d'autorités qui surveillent quand même la police et la gendarmerie, qui n'ont pas d'autres pays. Donc on va s'apercevoir quand même que ces moyens techniques sont importants, qu'ils ne remplacent pas le travail policier, que ce soit le flair policier, l'argumentation, les hypothèses, etc., les interrogatoires, et que ce sont des panoplies qui sont utiles. Mais voilà, faut pas faire... Et je le rappelle, oui, à Toulouse, à Marseille, à Paris, c'est vraiment le même discours face aux caméras de vidéosurveillance. Et à Marseille, c'est plus de 1800 caméras qui vont surveiller la ville en 2014. Marie-Pierre de la Gontrie, tous les maires socialistes se sont convertis, il y a eu beaucoup de réticences au début. Non, pas tous les maires socialistes, c'est-à-dire que, voilà, mais à Paris, on a décidé de le faire en partenariat avec l'État, puisque, encore une fois, voilà, avec un nombre assez raisonnable, puisqu'il y a environ 1 millier de caméras, mais installées avec le financement de la ville de Paris, puisque au total, là aussi, je dis ça parce que Madame Kosciusko-Morizet avait dit des bêtises. Elle n'est pas là pour vous répondre, on fera un débat spécifique à Paris. Simplement, il y a, grosso modo, sur le territoire parisien, à peu près 30 000 caméras, parce qu'il y a la RATP, la SNCF, les grands magasins, etc. Donc 1000, c'est juste ceux qui ont été financés par la ville de Paris. Bref. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est un outil qui est utile pour, on l'a vu là dans deux affaires spectaculaires, à la fois celui qui a tiré à Libération et puis l'affaire de cet enfant qui est morte noyé à Berck. À l'évidence, les caméras ont été utiles pour élucider. Il ne faut simplement pas raconter que ça permet d'éviter les infractions, et c'est là un petit peu qu'il y a eu souvent de la confusion. Nous, à Paris, on a mis en place un comité d'éthique, alors c'est encore un organisme supplémentaire, parce qu'on était très soucieux de s'assurer de qui allait pouvoir visionner les images, combien de temps serait-elle conservée, etc., etc. Toutes les questions qui sont posées autour de la question des libertés publiques. Qui va donc fixer toutes ces... La loi l'encadre très strictement. Oui, tout à fait. Mais on a ajouté cela. Ça a été fait lorsque nous avons négocié à l'époque avec la préfecture de police. Mais donc il y a une généralisation de ces caméras de vidéosurveillance. Oui, pas dans toutes les villes, mais dans la plupart des villes. Oui, et de manière importante, Nicolas. Et à peu près la moitié des grandes villes de gauche. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui s'oppose aux caméras de surveillance, mais je rejoins ce qu'a dit Christophe Solès sur le sujet, c'est-à-dire que c'est un plus éventuellement pour les investigations policières, mais ça ne peut pas remplacer d'une part la présence physique de policiers, et d'autre part ça n'empêche pas la commission de crimes ou de délits. On l'a vu à Paris, on l'a vu ici aussi dans des exemples étrangers, tout le monde a en mémoire les attentats de Londres, ça a permis d'interpeller les auteurs a posteriori, ça n'a pas permis d'empêcher d'exploser les bombes. Donc c'est nécessaire, mais on ne peut pas faire que ça serait inutile. Dans ma ville de 22 000 habitants, on a aujourd'hui 48 caméras de vidéosurveillance, qui est un taux d'équipement relativement important pour cette population.
je suis sans cesse saisi de demandes de particuliers qui voudraient qu'on en installe dans quasiment toutes les rues. C'est donc même ça, cas pour vous aujourd'hui, aussi, Marie-Pierre de la Gontrie. donc de ce point de vue-là, j'allais dire, les mentalités ont complètement changé. Je ne rencontre quasiment plus personne me disant « oulala, c'est une atteinte voilà, aux une libertés parenthèse, c'est un publiques. » récent sondage. Donc aujourd'hui, 75% des personnes interrogées se déclarent favorables naturellement à son développement dans les centres-villes, dans les transports et les lieux publics. Mais il faut aussi voir quelque chose, c'est que tout ça, on le met à la charge des communes. Ça coûte extrêmement cher. Nous, on a investi 1 200 000 € dans le système de vidéosurveillance. Il faut effectivement les effectifs derrière les caméras. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et c'est une compétence régalienne qui est transférée au maire, enfin une partie en tous les cas qui est transférée au maire. Encore une à la charge du maire. Encore une, à un moment où en plus, effectivement, les dotations aux collectivités locales et nos recettes sont en train de baisser, il va y avoir un vrai problème. Donc moi, j'ai toujours demandé ici au Sénat que l'État, dans les dotations qu'il accorde aux collectivités locales, prenne en compte l'effort que les communes font pour la sécurité publique. Parce qu'avoir une police municipale, des agents de surveillance de la voie publique et un système de caméras de vidéosurveillance, ça coûte extrêmement cher. Et ça, on le fait sur nos recettes propres et ça pèse lourdement sur le budget. Alors, on va continuer à en débattre. On évoquera également, et je crois que c'est votre ville, du rôle des médiateurs qui se multiplient justement pour apaiser les conflits, dialoguer avec les jeunes et les habitants. Vous nous direz, c'était dans l'enquête de l'Express il y a une semaine. On en parlera. Mais d'abord, je vous propose de regarder le dossier du 22h. Sur ce sujet, notre journaliste Flora Sauvage s'est rendue dans l'Hérault, dans la ville d'Agde, où vous allez le voir, une résidence propose caméras de vidéosurveillance, gardiens, barrières, etc., le tout pour rassurer les habitants. Et ce type de résidence sécurisée est loin d'être une exception en France. Regardez. Bienvenue au village d'Or de la ville d'Agde, dans l'Hérault. C'est une résidence entièrement sécurisée et clos de murs. Donc à l'entrée, vous voyez face à vous interphone, digicode et vigic pour les résidents, de façon à leur éviter de taper le code. Dans cette résidence, à l'abri des regards, une cinquantaine d'appartements réservés aux seniors. Nous sommes syndics de toutes nos résidences, dont celle-ci. Nous mettons à jour donc régulièrement les installations. Le but de ces barrières, en tout cas de ces grillages, de ces espaces verts, de ces murets, c'est plutôt de faire ressentir à nos résidents un cocon. Ils sont dans un cocon pour leur sécurité et pour leur bien-être. Arlette est l'une des copropriétaires. Elle apprécie le sentiment d'être en sécurité. Ce soir, on est plus en sécurité quand même ici. Moi, j'ai ma porte ouverte toute la journée quand je suis là. Je ferme jamais à clé. Marie assure le gardiennage de la résidence. Elle a fait installer des caméras de surveillance. Que ce soit Marseillan ou Agde, il y a des vols. Même si la police fait tout ce qu'elle peut, oui. Mais on ne peut pas être derrière chaque... Non, c'est sûr. Voici ici une caméra de télésurveillance qui a été installée, Marie, qui a été installée en amélioration du système de sécurité, qui est donc directement dirigée vers l'entrée, vers le portail dit de secours. Voilà. Aujourd'hui, le marché des résidences sécurisées est en pleine expansion. Le groupe Village d'Or va construire 5 résidences en 2014 aux 4 coins de la France. Les derniers chiffres des cambriolages et des vols à l'arraché se multiplient dans le département de l'Hérault. Une hausse de la délinquance qui alimente le sentiment d'insécurité. Voilà pour ce reportage de notre journaliste Flora Sauvage, donc dans la ville d'Agde, dans l'Hérault. Et elle parle de ce marché des résidences sécurisées qui se multiplient, vidéosurveillance, gardiens, barrières, etc. On va voir de plus en plus dans différentes villes ce genre de résidences, d'habitations. D'une manière générale, le secteur de la sécurité privée se porte très bien. Explose. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on a quasiment autant d'agents de surveillance privés que de fonctionnaires de police et de gendarmes additionnés. Donc, on est sur un secteur en pleine expansion, tant en termes de surveillance humaine, d'ailleurs, qu'en termes de protection, ce qu'on appelle situationnelle, les contrôles d'accès, la vidéo, le blindage des portes, enfin, etc. Ce sont des marchés qui ont plutôt tendance à prospérer, avec un chiffre d'affaires, effectivement, qui augmente. Ce qui est un peu dérangeant dans ce qu'on peut voir, c'est ce qui se passe notamment depuis des années aux États-Unis, oui. C'est-à-dire de construire des îlots complètement protégés, complètement isolés du reste du monde. Donc la vie en société, dans ce cas-là, est quand même un peu limitée. Or, bon, on est quand même là pour vivre ensemble, si possible. Et donc on voit se créer comme ça différentes
communauté qui ne se parle plus, qui se regarde en chien de faïence, qui également parfois voilà, sont assez nerveux les uns envers les autres, et ça peut poser problème. Donc à un moment donné qu'on améliore, et ça je crois que c'est important quand même, parce que c'est vrai que la sécurité c'est aussi doit être partagée par tout le monde, c'est aussi c'est chacun Bien sûr. dans son quotidien qui doit essayer de participer aussi au développement de la sécurité. Et donc ça c'est normal, c'est-à-dire qu'on améliore les protections. Mais après, en faire, je dirais, le village gaulois au milieu de la France occupée par les Romains, ça peut être un peu embêtant après pour notre vie en société. Vous voulez faire réagir Nicolas Comte, autant de policiers que d'agents de sécurité privés? Oui, on a quasiment, on doit être aujourd'hui autour de 210, 220 000 agents de surveillance privés. Et puis, donc on est à 200 000 policiers. C'est énorme, mais c'est vrai que c'est préoccupant parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Au bout d'un moment, on peut constater que finalement l'État se désengage quand il y a une augmentation des moyens privés, parce que l'État se dit finalement la sécurité est assurée dans un certain nombre de lieux, et quand l'État se désengage, eh bien ça donne une sécurité à deux vitesses, c'est-à-dire que vous avez les gens qui ont les moyens d'habiter dans ces zones-là, et puis vous avez les gens qui n'ont pas les moyens, vous avez les communes qui n'ont pas les moyens de financer des polices municipales, de financer des vidéosurveillances, et vous avez une fracture dans la société qui s'accentue entre ceux qui finalement peuvent avoir une sécurité de bon niveau, qui vont payer, parce que vous payez les sociétés privées, vous payez une deuxième fois éventuellement que vous avez une police municipale dans votre commune, puisque vous payez déjà une première fois par vos impôts sur le revenu, la police nationale, et donc vous avez ceux qui ont une offre de sécurité satisfaisante, et vous avez ceux qui habitent dans des zones où ils n'ont pas une offre de sécurité satisfaisante, Philippe Dallier, vous êtes confronté et ça s'accentue. à ces problèmes budgétaires, j'allais dire, peut-être qu'il y a une forte demande sur le terrain. Alors on appelle ça des choix politiques, donc on fait le choix. Parce qu'effectivement, on est confronté à une situation. Moi, je n'ai pas de commissariat sur ma commune. Donc, effectivement, mes prédécesseurs avaient créé la police municipale dans les années 83-84, alors qu'il n'y avait pas de réglementation. Et puis, les maires successifs ont, j'allais dire, accru les moyens jusqu'à la vidéosurveillance. Et mes concitoyens m'en demandent toujours plus. Et ça représente des sommes considérables qui n'étaient pas à la charge de la commune avant. Et c'est toujours autant qu'on ne fait pas, j'allais dire, dans les écoles ou ailleurs. On a un vrai problème de choix financier. Ou alors, on augmente les impôts, mais c'est sans fin et les gens n'en peuvent plus. Et dans un département comme la Seine-Saint-Denis, voilà. Donc le thème de la sécurité peut-être aussi peut générer, Marie-Pierre de la Gontrie, une fracture sociale et territoriale également. Mais oui, mais moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut considérer, en tout cas, pareil, c'est comme ça qu'on le conçoit, il faut évidemment faire en sorte que l'ensemble du territoire puisse vivre dans les meilleures conditions. Alors, moi je ne connais pas de manière familière les situations comme celles qui étaient décrites, on les connaît un peu aux États-Unis, mais c'est effectivement très choquant. Ce que vous n'évoquiez pas par ailleurs, c'est que les polices privées, enfin, c'est pas des polices, mais bon, il y a un problème de formation en plus. Parce que, donc, on peut y compris avoir affaire à un contexte de sécurité un petit peu approximatif, avec des gens qui respectent plus ou moins, qui sont recrutés on ne sait pas comment, etc. Oui. Donc tout ça n'est évidemment pas satisfaisant. Souvent de la légitime défense, qui est une question très délicate, elle peut se poser dans ces cas-là, aussi avec des gens qui sont peut-être moins formés. Ça s'améliore quand même. La formation des agents de surveillance privée s'améliore quand même depuis 3-4 ans. Et c'est pour ça que la mise en place d'une police d'agglomération au niveau de l'agglomération parisienne a été plutôt quelque chose qui allait dans le bon sens, parce que ça permet de prendre en compte la sécurité sur l'ensemble de cette agglomération Paris Intramuros et Petite Couronne, et d'essayer, l'État essaye d'égaliser les offres de sécurité, si je puis dire, entre les différentes communes. Ça, c'est une idée de mon rapport de 2008 sur le Grand Paris. La police métropolitaine, elle a été faite à l'époque, et j'en suis très heureux, mais on est encore très loin. C'est bien de le rappeler. En termes de répartition des effectifs. Avec vous, Marie-Pierre de la Gontrie et Philippe Dallier, peut-être à l'approche des élections, on peut aussi dresser un bilan de l'action au plan national du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Votre collègue Philippe Dallier, Éric Ciotti, parle, je cite, d'effets anesthésiants de la politique de Manuel Valls sur l'opinion sur cette question de la sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je ne sais pas s'il est anesthésiant, parce que à écouter nos concitoyens, pour eux, le problème de la sécurité, il est prégnant. Et ils se retournent vers les élus locaux et nationaux pour leur demander d'améliorer la situation. Que Manuel Valls soit très doué en matière de communication, ça effectivement, je peux aller tout à fait dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que les résultats sont en rendez-vous sur le terrain? Ça, c'est une autre question. Et moi, je vous dis encore une fois qu'en matière de cambriolage, de dégradation de véhicules, d'ailleurs, c'est reconnu par les autorités cambriolage, localement. Dis non, hein, Christophe Soulez. Écoutez, en Seine-Saint-denis, cambriolage, je dis oui. Oui. Je dis oui. Ah bon, je dis oui. Mais je dis oui pas depuis 2012. Voilà. Je dis oui depuis
2009. Mais je ne dis pas depuis 2012, je vous dis en tous les cas que dans ces derniers mois, on a une augmentation très sensible de tout ça. La fin, Marie-Pierre de la Contrée, justement sur l'action, répondez à Philippe Dallier sur l'action du ministre de l'Intérieur. Il y a des choses qui ne sont pas contestables. On avait effectivement une maltraitance de l'ensemble du périmètre de la sécurité avec des effondrements des effectifs de la police nationale. Manuel Valls, vous réduisez son influence à de la communication, je trouve que c'est un petit peu court. Effectivement, François Hollande l'a annoncé, Manuel Valls le fait, on crée des postes de policiers, alors il va falloir un certain temps pour rattraper tout ça. Incontestablement, son action est bien reçue. Donc après, c'est très très long pour arriver à influer sur les chiffres de la délinquance, etc. Sachant que les chiffres eux-mêmes... Vous savez que quand on envoie des policiers à Marseille, on en prélève en Seine-Saint-Denis. Sachant que les chiffres eux-mêmes, Monsieur Dallier, vous le savez... C'est un vrai problème, les ça. chiffres Et ça continue, j'allais dire. Les chiffres je veux bien vous accorder crédibiliser. J'ai cru comprendre qu'il fallait remettre à plat, c'est le terme à la mode en ce moment, tout le système de décompte, parce qu'il y avait quand même une façon de faire qui était un petit peu... Merci d'avoir été nos invités pour ce débat. Donc, thème sur la sécurité qui sera probablement, vous l'avez dit, l'un des sujets importants de cette campagne qui a déjà commencé, évidemment, pour les municipales. Merci à vous d'avoir été nos invités ce soir. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3. Belle et douce nuit. À demain, avec plaisir.